Bonjour, merci de venir m'écouter. Moi, je vais vous parler de ce qu'on fait dans notre retour d'expérience chez Fournier par rapport à effectivement l'expérience en magasin et l'efficacité des vendeurs. Juste avant, rapidement, Fournier, effectivement, c'est un groupe familial et centenaire. On est situé à côté d'Annecy, entre lac et montagne, donc on a cette chance. On a maintenant les trois métiers. On est fabricant, on est franchiseur et distributeur, puisqu'on a racheté Igena il y a quelques années. Donc maintenant, on a beaucoup de magasins en succursale. Et puis, on a trois univers, cuisine, salle de bain et le sur-mesure, à travers trois marques grand public, SoCook, Mobalpa et Perrenne. SoCook étant l'entrée de gamme, Mobalpa le milieu, et Perrenne plutôt la marque haut de gamme. SoCook ne faisant que de la cuisine et Mobalpa, Perrenne faisant cuisine, salle de bain et sur mesure. Voilà, très rapidement, on est 1300 salariés, on dépasse les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Alors, encore une fois, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est par rapport à notre expérience, à notre métier, à notre typologie de vente. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est tous d'accord que pour le retailer, mettre le client au centre, c'est un prérequis. Enfin, on ne se pose plus la question de ne plus le mettre au centre. Enfin, en tout cas, je pense que si on se pose encore la question, on est mal barré. Et en même temps, le client, il faut lui faire vivre une vraie expérience en magasin. On le sait tous. Aujourd'hui, on a besoin de cette expérience en magasin. On a parlé d'émotion, on a parlé de pas mal de choses tout à l'heure, mais on a besoin de se différencier à la fois par rapport à nos concurrents classiques. On a besoin aussi de beaucoup se différencier par rapport à des concurrents potentiellement pure players. Et on a aussi besoin, à travers de faire vivre une expérience, on va en avoir besoin par rapport à nos cibles clients les plus jeunes, qui, d'ici quelques années, on aura beaucoup de mal à les faire venir en zone commerciale un samedi après-midi pour passer 2 heures, 2 heures et demie en magasin. C'est le cas chez nous, à minima. S'ils ne vivent pas une expérience, s'ils ne participent pas à quelque chose, si c'est relativement plat, on sait qu'ils ne viendront pas en magasin. Donc on a un enjeu très fort sur cette partie-là. Et donc il faut qu'on développe, je pense que tout retailer a cette problématique-là, développer une expérience en magasin pour donner envie d'y venir. Mais en même temps, et c'est un peu là où je trouve la plus grosse problématique, c'est bien de faire vivre une expérience client en magasin, mais comment je permets aux vendeurs de garder le contrôle? Pour moi, c'est l'enjeu principal, en tout cas chez Fournier, c'est notre enjeu principal. Alors ça va dépendre effectivement de l'importance du vendeur dans l'acte de vente. Chez nous, il est primordial. Il n'y a pas d'autonomie du client en magasin. La vente aujourd'hui ne se fait pas. Il n'y a pas d'omnicanalité de la vente, il y a de l'omnicanalité du contact, d'une gestion de la relation, mais la vente aujourd'hui se fait uniquement en magasin. Enfin, en septembre, on lance des expérimentations e-commerce, mais ça restera embryonnaire. Mais vraiment, l'enjeu, c'est comment, finalement, tout ce qu'on va mettre en place en magasin, comment faire vivre une expérience, comment mettre en place des choses sans que le vendeur perde le contrôle. Je dis ça parce que nous, on l'a fait par le passé, mettre en place des solutions technologiques en magasin, sans se poser trop de questions, comment le vendeur allait prendre en compte l'outil, sans forcément faire des tests de manière très importante, et puis sans se poser de questions si ça allait avoir réellement un impact sur les performances commerciales. On était surtout, avant tout, sur faire vivre une expérience différenciante au client, sans regarder le côté vendeur. Alors par rapport à ça, est-ce qu'il existe une solution miracle? Comment effectivement trouver un juste milieu entre l'expérience et le contrôle du vendeur et l'efficacité du vendeur? Ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de solution miracle. Tout dépend de votre univers métier, tout dépend, ce que je disais tout à l'heure, finalement de l'importance du vendeur dans l'acte d'achat. Chez nous, dans la cuisine, je prends la cuisine parce que c'est ce qu'on vend le plus, il faut effectivement 2 heures et demie minimum pour obtenir un devis en magasin. Et ça, c'est chez SoCook, qui est l'enseigne qui va le plus vite. Chez un Mobalpa, il faut 2 rendez-vous de 2 heures. Chez un Perrenne, c'est 3 rendez-vous, voire 4. Puis on va chez le client pour voir la décoration, etc. Et donc,
comment finalement, avec un vendeur qui est prépondérant dans l'acte de vente, qui doit garder le contrôle, qui doit driver le rendez-vous, mais en même temps faire vivre quelque chose de différent au client. Aujourd'hui, le client, il passe 2 heures, on lui pose des questions, et puis il attend pendant 2 heures, 2 heures et demie pour qu'à la fin... alors effectivement, on lui a fait visiter le magasin, il a vu du produit, mais il a beaucoup répondu à des questions et beaucoup attendu pendant que le vendeur est en train de concevoir le projet et lui proposer un devis. Comment, du coup, réussir à faire vivre ça et j'ai envie de dire, la solution, elle est d'autant plus compliquée que même dans un même univers, entre un Soccook, un Mobalpa ou un Perrenne, on n'a pas les mêmes besoins pour le vendeur, on n'a pas les mêmes attentes du client. Quand j'achète une cuisine à 6 000 € ou une cuisine à 20 000 €, je n'ai pas les mêmes attentes. Je veux un service beaucoup plus complet. Et puis, je ne veux pas forcément être devant un dispositif digital devant mon vendeur. Donc, il faut aussi s'adapter par rapport au client qu'on a en face. Et puis, à la spécificité du vendeur. Chez des Soccook, c'est des hors-métiers, ce qu'on appelle chez nous les hors-métiers. C'est-à-dire que c'est des gens qui, quand on les recrute, nos jeunes vendeurs, déjà, c'est une population très jeune. Et en plus, ils n'ont jamais conçu de cuisine. On les forme. Ils ont des outils, on a des centres de formation pour ça. Et puis par contre, chez un Perrenne, on est plutôt dans l'architecte d'intérieur. Donc voilà, on a des gens qui sont plutôt qui sont en capacité de réaliser des croquis à main levée. On a besoin, finalement, il n'y a pas de solution miracle. Est-ce qu'il y a des super outils digitaux? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des conférences pour ça. Moi, je ne vais pas vous parler d'outils. Oui, il y en a des outils digitaux dans tous les sens. On est assez sollicités. Je pense que vous êtes tous sollicités tous les jours par email, par téléphone, pour qu'on vous vende le super outil qui fait toute la Terre, qui fait vraiment tout ce que vous voulez. Sauf que finalement, pour moi, en tout cas pour nous aujourd'hui, on en est revenu des outils. Les outils, c'est un moyen au service d'une solution. Et la solution, elle est unique. Elle est en fonction de votre business, en fonction de vos vendeurs, en fonction de vos objectifs et en fonction de votre typologie de client. Pour la petite histoire aussi sur la cuisine, c'est quelque chose que je dis souvent, qui est important à comprendre, c'est que c'est un achat, on en fait 1,4 fois dans sa vie. On achète une cuisine tous les 20 ans. Et la période d'achat dure entre 3 et 6 semaines. À partir du moment où je tape magasin cuisine dans Google et au moment où j'achète, il se passe à peu près 6 semaines. 3 à 6 semaines selon l'enseigne, selon la typologie du projet. Et il n'y a pas de repeat business. C'est-à-dire que même pour la salle de bain, on le sur-mesure. Si on ne vend pas la salle de bain et le sur-mesure en même temps que la cuisine parce qu'on fait un projet global, il y a très peu de chances de vendre la salle de bain dans un second temps. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on arrive à faire le plus. Donc, on a un acte de vente qui est très particulier. Et puis, c'est un achat un peu plaisir, la peur au ventre, puisque malheureusement, il y a une certaine antériorité chez les cuisinistes, comme chez les vendeurs de canapés avec des vieilles combines de vente. C'est plus ça, je vous rassure, c'est plus du tout ça aujourd'hui. Mais le client, quand il rentre en magasin, il ne sait pas trop ce qui va se passer. Et en plus, il ne sait pas combien ça va lui coûter, puisqu'il en achète, c'est la première fois qu'il achète une cuisine pour la plupart du temps. Et en plus, il n'y a pas vraiment le prix d'une cuisine. C'est en fonction de l'implantation, en fonction d'un certain nombre d'éléments. Donc chez Fournier, pour revenir sur la partie solution, pour nous, finalement, la solution, c'est la méthodologie. C'est comment, en fonction de l'enseigne, comment on a essayé de mettre en place une méthodologie pour nous assurer que ce qu'on va mettre en place en magasin va à la fois servir l'expérience client et en même temps l'efficacité vendeur. Parce que pour nous, si le vendeur garde le contrôle, il est en capacité d'avoir son efficacité, voire même de l'augmenter. Et à travers ça, on s'est fortement inspiré du design thinking, mais finalement, on s'est aperçu après qu'on s'était inspiré du design thinking. On n'a fait que du bon sens, on n'a pas suivi une méthodologie. On y est allé aussi par un retour d'expérience au fur et à mesure des projets. La première chose, aujourd'hui, c'est un travail qu'on fait pour toutes les enseignes, c'est comment le digital peut rendre plus efficace et efficient l'acte de vente en magasin. Nous, on a 2 problématiques, mais je pense que pour tous les retailers, c'est les mêmes. C'est effectivement comment j'augmente mon taux de concrétisation. Nous, on a des petits passages en magasin, c'est aussi une particularité. En moyenne, un magasin de cuisine fait 120, 130 passages par mois, donc c'est peu. Donc on a intérêt à... Ça nous coûte très cher pour les faire venir passer la porte, donc on a intérêt à avoir des taux d'offres et des taux de concrétisation forts. Et puis, on a une autre problématique, c'est l'efficience, c'est comment je rends finalement
l'acte d'achat plus court, pour comment je fais gagner du temps, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est difficile de vendre une cuisine en moins de 2h30. Donc voilà, et c'est vraiment la question qu'on se pose en permanence sur nos différents sujets. Du coup, quand on se pose cette question-là, on définit et on priorise, on priorise des sujets en définissant des objectifs précis. Notamment, je prends l'exemple de l'enseigne SoCook. On a défini deux sujets qui étaient importants. Alors, on définit des quick wins, ça c'est assez facile, et puis des projets plus conséquents. Là, on travaille sur 2 sujets actuellement. Enfin, on est plus que travail. On est en train de mettre en place un certain nombre de sujets, notamment la dématérialisation de la commande client. Quand vous achetez une cuisine aujourd'hui, à la fin, pourtant ça a été long, mais à la fin, vous avez 15-20 minutes. Il faut imprimer 2 bons de commande, il faut faire du paraphe comme chez le notaire. C'est pire que pour acheter une maison. Et donc, on est en train de dématérialiser la commande client, la signature électronique. À la rentrée, on déploie en magasin à la rentrée pour effectivement gagner 15 bonnes minutes. Gagner aussi gagner du papier, donc pour l'environnement, et aussi un coût économique pour nos magasins, qui est finalement, même s'il y a un coût de la signature électronique, finalement, c'est plus intéressant le coût de la signature électronique que le coût du papier et de l'encre. Pour un magasin, ça peut représenter 15 000 € par an, selon son volume de vente. Donc on a des coûts assez intéressants. Et puis on a sorti un autre sujet qui pour nous était en haut de la pile et qui était très important et très structuré par rapport aux vendeurs et l'acte de vente, c'est la digitalisation de la phase découverte, ou comment le digital pouvait aider la phase découverte en magasin. La découverte, dans notre secteur, c'est très important. C'est finalement, en général, aujourd'hui, en moyenne, ça dure 1 heure. Selon les magasins, on se pose dans une exposition de cuisine, soit on se pose dans un espace café, soit on se pose au bureau vendeur et on explique. Et on pose des questions au client en lui demandant un certain nombre toutes les informations qui vont nous permettre de découvrir son projet, de créer de la connivence, créer de la relation et de lui faire une offre, une conception et un devis associé à ça. Donc on a priorisé, chez Mobalpa, on a plutôt priorisé l'inspiration. On travaille sur des dispositifs d'inspiration au magasin. Notamment, on est en train de déployer la réalité virtuelle dans les magasins. On a pas mal testé sur ce sujet-là, ça marche plutôt bien. On a d'autres sujets d'inspiration dans des petits formats magasins, parce qu'effectivement, on a une particularité, c'est qu'on a différents types de magasins. Et sur des petits magasins, c'est toujours compliqué de montrer l'offre produit. Donc, comment on peut aider l'inspiration. Ensuite, une fois qu'on a défini ça, on constitue pour chacun des sujets des groupes projets. Et là, c'est hyper important parce que pour nous, c'est ce qui est le plus structurant finalement. Parce que souvent, on a eu tendance par le passé à penser au niveau du siège. Et puis, au moment où on a bien avancé, bien fini, on a un prototype à montrer. Boum, on prend 2-3 vendeurs. Et puis, on teste avec les 2-3 vendeurs. On récupère leur feedback. On optimise, on pilote et on déploie. Puis finalement, ça finit au fond du placard, dans la réserve, c'est pas utilisé. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment, on intègre dès le démarrage des vendeurs, des managers, parce que nous, on a vendeurs et managers en magasin, des chefs de vente, des formateurs, parce que finalement, les formateurs sont ceux il faut les intégrer au projet, parce que derrière, c'est eux qui vont aider au déploiement. Des clients, alors pas forcément en même temps que les vendeurs, mais les clients, c'est hyper important. Et puis, des experts UX. Alors, experts UX, c'est des experts, des UI designers, des UX designers, des designers d'espace, puisque finalement, on est en magasin, donc il nous faut des designers d'espace en magasin. On a aussi des designers produits, parce qu'on a besoin, les dispositifs qu'on met en place, on a besoin de meubles, de produits pour l'intégrer dans le magasin. Une fois qu'on a fait ça, on travaille sous forme d'ateliers créatifs, itératifs, pour définir et réaliser un prototype UX. Ce qu'on entend par prototype UX, c'est déjà, à l'intérieur de ces ateliers, on parle d'usage, on ne parle pas de technologie. La technologie, aujourd'hui, elle est mature. On peut tout faire à quelque chose près. Après, c'est une question de temps et d'argent, mais on sait quasiment tout faire. On parle vraiment d'usage, usage client, usage vendeur. Quand on parle d'un prototype, c'est à la fois une interface, une application, une interface, c'est un device, on détermine une forme de device, et puis c'est une méthode, parce que ce qu'on parlait tout à l'heure,
C'est bien l'outil, c'est bien de mettre en place quelque chose en magasin, mais il faut une méthode derrière. Et dans notre prototype, nous, on travaille ces 3 éléments-là. C'est-à-dire que on ne travaille pas que l'interface et d'un côté le dispositif technique. On intègre vraiment l'élément complet. Et l'objectif, en respectant la règle des 3 U, qui est la règle très simple, c'est qu'il faut que n'importe quel dispositif soit utile pour le client et le vendeur, utilisable, c'est-à-dire que c'est simple, il n'y a pas d'irritant, ce qu'on parlait tout à l'heure. On parlait d'irritants, effectivement, s'il y a des irritants, s'il n'y a pas de connexion Internet dans le magasin, ça ne sert à rien de mettre un dispositif mobile avec du Wi-Fi si ça ne marche pas. Et c'est une vraie problématique dans les magasins, on le sait. Et puis, utiliser, parce que l'objectif, c'est qu'il faut qu'il soit utilisé derrière. Si c'est pour, comme je disais tout à l'heure, finir dans la réserve, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, si je prends le cas de la digitalisation de la découverte chez SoCook, on a fait un premier groupe projet où on a demandé aux vendeurs de quoi avez-vous besoin dans cette phase découverte pour vendre une cuisine en premier rendez-vous. On a passé une journée, on a listé les différents éléments, on a priorisé, on a imaginé. Aujourd'hui, il y a une méthode, il y a une fiche projet papier avec plein de données dedans. On leur a demandé est-ce qu'il y a des choses qui sont dedans qui ne servent à rien, des choses qui ne sont pas dedans qui serviraient. On a travaillé tout ça. Ensuite, on a fait un deuxième atelier avec des clients. Alors des clients qui venaient de signer chez nous, qui venaient de signer chez nos concurrents directs, des gens qui étaient en phase de projet, qui n'avaient pas encore signé, qui n'étaient pas encore allés en magasin, qui étaient dans notre cible SoCook. Et on leur a demandé qu'est-ce que vous attendez d'un rendez-vous en magasin, finalement. C'est quoi vos besoins? C'est quoi vos attentes? C'est quoi vos craintes? Pour ceux qui n'avaient pas encore été en magasin et pour ceux qui avaient été en magasin, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir que vous n'avez pas eu? Et finalement, on a obtenu des enseignements très intéressants. Par exemple, nous, on se faisait des nœuds au cerveau en se disant ouais, 2h30, c'est long, faudrait qu'on arrive à faire 1h30, peut-être 1h15. Finalement, non. Le client, si on ne passe pas assez de temps sur son projet, ça ne l'intéresse pas. Il considère autant aller en GSB, excusez-moi pour le mot GSB, mais ou autant aller dans la grande distribution. S'ils viennent chez un spécialiste, c'est pour qu'on passe du temps, c'est pour avoir du conseil. Donc finalement, on a découvert que 1h45, 2h, c'était bien. 2h30, c'est trop, mais 2h, c'était bien. Et puis on a compris aussi qu'ils voulaient tous, quand ils venaient en magasin, un devis. Ça tombe bien parce que chez SoCook, on travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que si je viens en rendez-vous, à la fin du premier rendez-vous, je veux un devis. Ce n'est pas le cas de tous les acteurs. Et puis la troisième chose, mais ça on le savait déjà, mais c'est important, c'est le côté anxiogène du budget. Parce que quand vous arrivez chez un cuisiniste, malheureusement aujourd'hui, dans nos méthodes de vente, très rapidement, on va vous demander votre budget. Parce qu'effectivement, si on n'a pas votre budget, c'est assez compliqué de vous faire une cuisine. Parce qu'une même cuisine, on peut la faire à le double du prix. Donc tout ce côté anxiogène, le fait que je donne mon budget, mais ça ne me plaît pas que je donne mon budget, je le donne, mais ce n'est pas le vrai, ce n'est pas le bon. Donc il y a un jeu de poker menteur. Donc on a pris ça en compte. Et ensuite, on a fait une série d'ateliers avec les vendeurs où on a pris leurs attentes, on a pris les besoins des clients, les attentes des clients, leurs besoins et les attentes des clients. Et on a mixé tout ça sous forme de différents outils, en prenant en compte aussi une problématique qui, à mon sens, est la plus importante quand on veut faire des outils performants pour les vendeurs, c'est qu'il y a beau avoir une méthode, il y a X vendeurs et X utilisation de la méthode au quotidien. On ne peut pas demander à un jeune vendeur qui ne connaît rien, qui vient d'arriver, et à un vendeur expérimenté d'utiliser le même outil de la même manière et sans qu'il ait de liberté, de possibilité de personnaliser cet outil à lui. On ne peut pas imaginer ça. Et d'autant plus sur un acte de vente qui dure 2 heures. Donc on a essayé de développer des outils qui ont des modes très scénarisés pour un jeune vendeur, très cadrés, et puis qui ont des modes plutôt en picking pour un vendeur confirmé, qui vont lui permettre tout au long de cette phase de découverte de pouvoir illustrer ses propos, de pouvoir faire vivre une expérience au client. Et puis, un élément qui était aussi un fort dans ce travail, c'était finalement, on a un enjeu très fort de connivence, de créer une relation avec le client en magasin. C'est tout l'enjeu de cette phase. Parce que quand on a voulu aussi gagner du temps, on s'est dit on va pouvoir faire préparer des choses aux clients en amont. Puisqu'on fait de plus en plus de rendez-vous en ligne, on peut imaginer qu'ils préparent en amont ce rendez-vous.
qu'on avait imaginé la Terre entière. Il n'y avait presque plus de découvertes. Et finalement, si on pose des questions en amont qui servent à créer la relation, il ne faut surtout pas les poser en amont, il faut les garder en magasin, puisque c'est ça qui va permettre de créer cette relation et cette connivence. Chez nous, 60% de la vente se fait par le vendeur, enfin c'est le vendeur qui fait la vente, ce n'est pas le produit. On a tous à peu près le même produit, il y a le prix, ok, mais 60% c'est le vendeur. Et donc il a fallu trouver des outils, en tout cas trouver les dispositifs qui permettent de prendre en compte cette problématique et en même temps de faire vivre quelque chose, de rendre plus actif le client, parce qu'aujourd'hui, il passait 2 heures à répondre à des questions. On avait un vendeur qui écrit les réponses sur un bout de papier et ensuite il se pose au bureau vendeur et il prend sa souris, ce qu'on disait tout à l'heure, il prend sa souris, il a son écran, le client il a un écran dessus et pendant 1 heure il attend. Donc comment je rends plus actif le client? Et finalement, on est plutôt parti sur en tout cas pour ce projet-là, sur un outil où on va faire un jeu de scène entre le vendeur qui va contrôler certaines parties et qui va faire interagir le client sur d'autres parties à partir d'un device tactile à l'intérieur du magasin, disposé à l'intérieur du magasin. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais en tout cas, il y a un enjeu fort dans notre méthodologie, c'est vraiment de prendre en compte les besoins du vendeur et les attentes du client, et pas l'inverse. Parce que finalement, on a eu, je pense, ces dernières années, tendance à privilégier l'expérience client en magasin. Je mets de l'effet waouh, je mets des trucs, j'en mets partout. Je dépense beaucoup d'argent, je fais des coûts de communication, des coûts marketing. Et finalement, on a oublié qu'il y a des vendeurs et que si l'outil ne sert pas le vendeur, il ne sera pas utilisé. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Et c'est ce qui est la difficulté. Et donc, la méthode, c'est vraiment d'utiliser d'être avec les utilisateurs, que ce soit le client ou le vendeur, dès le démarrage du projet. Ça, j'en ai parlé. Ensuite, un élément important, alors ça, c'est pareil, c'est assez nouveau, je pense. En tout cas, c'est nouveau chez Fournier, mais on voit les vertus. C'est qu'aujourd'hui, avant, on faisait un projet, on faisait un prototype, on le développait, et puis finalement, après, on faisait une phase pilote. Maintenant, on a plein de phases avant ça. On va d'abord tester le prototype. D'avoir un prototype, ça nous permet d'aller le tester. Donc, on fait des tournées magasins, on va récupérer un maximum de feedback pour optimiser le côté itératif. Et puis, on va aussi le tester, même si c'est toujours difficile de tester un prototype auprès de clients, mais en tout cas, on va essayer d'avoir un ressenti du client. Ensuite, on définit un produit minimum viable. Donc, qu'est-ce que je dois développer à minima pour pouvoir le tester en réel, en magasin, l'expérimenter en magasin. Le tout avec une volonté d'aller vite, parce que l'idée, c'est que sur ce genre de projet, si on veut embarquer aussi les gens, il faut aller vite. Et une fois qu'on a développé ce produit minimum viable, on lance une phase d'expérimentation et d'optimisation en continu dans 3 ou 4 magasins. On se restreint au nombre de magasins. Et là, on accompagne le magasin, on fait magasin par magasin, on les accompagne et on teste ce produit minimum viable en réel. On prend des risques, on sait que le magasin, le vendeur peut perdre des ventes, s'il peut y avoir des problématiques, il peut y avoir des irritants. Il y a encore des irritants dans cette phase d'expérimentation. Mais l'objectif, c'est de ne pas développer quelque chose si ça n'a pas prouvé son efficacité. Parce que cette phase d'expérimentation, elle doit valider les performances du dispositif. On a testé des dispositifs en phase d'expérimentation qui ne sont jamais été déployés. On a bossé pendant 1 an sur un sujet et on s'est aperçu que finalement, on était tous persuadés que ça allait cartonner, ça ne marchait pas. On ne l'a pas déployé. Il y a des années auparavant, on l'aurait déployé. On l'a déployé d'ailleurs. On en a déployé des comme ça. Et l'objectif de la phase d'expérimentation, c'est le go-no-go. Et en tout cas, nous, sur notre typologie de vente, sur notre typologie de métier, de méthode de vente, on n'a pas le choix que de passer par cette phase d'expérimentation aujourd'hui sur des sujets qui touchent le cœur de l'acte de vente. Et puis, la phase d'expérimentation, elle est hyper importante et déterminante pour définir les besoins et les supports d'accompagnement. Les besoins, c'est finalement quand on est dans l'innovation, quand on teste un nouveau dispositif, quand on met en place un nouveau dispositif, on imagine, il faut faire un tuto, il faut faire une méthodologie de déploiement, on imagine plein de choses sur le papier, et puis finalement, c'est quand on est dans le dur, quand on est en train d'expérimenter, qu'on s'aperçoit
quelque chose qu'on pensait compliqué était simple pour le vendeur et quelque chose qui était simple était compliqué pour le vendeur. Donc c'est pendant cette phase d'expérimentation qu'on va pouvoir définir les besoins et notamment les supports d'accompagnement, sachant que l'accompagnement, ça va être pour moi l'élément déterminant du succès. Ensuite, on finalise les développements du dispositif final, bien sûr tout en préparant les supports de déploiement. Et après, on lance le déploiement intégrant bien sûr une phase pilote avec un nombre restreint de magasins, parce qu'il y a encore des optimisations à faire pendant cette phase pilote. Et puis après, et ensuite, on accompagne, on optimise, on accompagne, on optimise. C'est-à-dire que c'est fini les outils qu'on amène en magasin, qui sont figés. On a fait la formation et puis on passe à un autre outil. Non, c'est fini ça. Aujourd'hui, quand on met en place des outils qui touchent le cœur de l'acte d'achat, il faut prendre en compte tous les feedbacks. Il y a des feedbacks récurrents des vendeurs, des feedbacks récurrents des clients aussi. Et il faut optimiser, accompagner en permanence parce que c'est vraiment la condition du succès pour ce genre de dispositif. Voilà, je suis allé peut-être un peu vite, mais comme ça nous laissera plus de temps si vous avez des questions. Bon, écoutez, merci Sébastien Le Sur, on peut vous applaudir.